le choix de quitter l'armée, c'est toujours généralement plus difficile que de s'engager. S'engager, c'est un régal. C'est pour l'aventure, pour découvrir de nouveaux horizons, pour voir de l'action, pour se tester soi-même. Pour quitter, par contre, c'est tout différent. Hein? Il y a quelques années qui sont passées. Il faut réfléchir à soi-même, à la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est un choix personnel, mais je peux dire que après réflexion, si on a décidé de partir, il ne faut pas hésiter. Si on a un projet qu'on veut monter, que ce soit entrepreneur ou pas, je pense que c'est pire de ne pas tenter, de rester, allez, je réengage encore 2 ans, on verra. Il ne faut pas arriver 8 ans après et te dire, mince, je ne peux plus faire le projet que j'avais toujours envie de faire. Bienvenue dans Défense Zone, le premier podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Jess Plater, ancien légionnaire du 2e régiment étranger parachutiste qui, après 18 ans de service, a créé l'entreprise Terang MPSEC France. Avec lui, nous allons entrer dans les coulisses de l'équipement des militaires et des forces de l'ordre. Jess nous parlera de sa reconversion et de son impressionnant parcours dans l'entrepreneuriat. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui distribue une 40aine de marques internationales et un réseau de 1000 revendeurs en Europe. Vous pouvez retrouver son portrait et notre reportage photo complet dans le numéro 1 de notre magazine Défense Zone, disponible sur notre site internet. Le lien est en description. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc on est avec Jess. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bonjour Fred, je suis anglais d'origine, né à Manchester dans la banlieue sud, dans les années 60. Et j'ai eu un parcours classique. Je voulais toujours être cuistot. C'était ma première passion. Donc j'ai fait l'hôtellerie pendant quelques années avant d'engager à l'armée pour Sa Majesté. Et ensuite j'ai basculé en France en 84 pour engager à la Légion étrangère. J'ai fait une carrière de 18 ans. J'ai servi 18 ans. Ensuite j'ai quitté en 2002 et j'ai créé ma propre petite entreprise en étant agent commercial. D'accord. Et aujourd'hui, tu es le CEO de la société Terang MPSEC. Correct. Comment on passe de légionnaire à chef d'entreprise, comme ça, et puis pas une petite entreprise pour le coup? Oui, donc j'étais bien à la Légion. J'ai eu un accident de moto qui était l'élément déclencheur de réflexion de quitter. Si jamais je récupérais pas le moyen de sauter en parachute. L'origine de tout ça, c'est un hasard de la vie, comme beaucoup de choses. J'étais en compagnie de combat et on avait des équipements qui manquaient. Il manquait le côté pratique pour être sur le terrain. Et on s'équipait avec certains produits venant d'Angleterre, de la société Arctis. Donc c'est une petite société fabricant des équipements et tenues dans le sud-ouest. On s'équipe pas comme ça à la Légion perso. Les autorisations sont données généralement par le Command Unity et les chefs de section. Et nous, on achetait beaucoup de petites pochettes triplées pour pouvoir mettre des chargeurs et des grenades, des fumigènes sur des gilets pare-balles qui n'étaient pas adaptés pour les actions offensives. Les gilets pare-balles, c'était très bien pour une sentinelle en poste, mais pas très bien pour les actions dynamiques. Donc ça a commencé avec ma section. Ensuite, le Command Unity m'a demandé d'équiper toute la compagnie. On n'avait pas de budget pour ça. Hein. La Légion, il y a pas mal de a priori qu'on a des fonds spéciaux pour les armes, etc. Généralement, le premier moyen de fonds, c'est nous-mêmes. On finance nous-mêmes nos équipements. Et ensuite, ce qui est assez intéressant,
il y a des budgets pour les matériels d'innovation. Voilà, ça nécessite d'écrire des dossiers. Donc, il y a des officiers qui sont très bien pour ça. Et en montage de dossiers, on a eu des armes, des accuracies internationales en 8.6, des lunettes pour équiper l'FF2, par exemple. Et ces produits-là, c'était grâce à la bougie d'innovation de l'armée. Donc, mais en général, pour les équipements individuels, c'était une décision faite par le chef qui est autorisé. Et ensuite, chaque légionnaire, il met la main dans la poche et voilà. Donc, j'avais commencé comme ça et j'avais équipé 2-3 compagnies. Ensuite, l'accident. Donc, j'ai dit, bon, si jamais je dois quitter l'armée, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Et je voyais quand même, il y avait un fenêtre d'opportunités qui s'ouvrait vers les équipements individuels en France. Avant, c'était très fermé. Les personnes, généralement, c'était une tenue réglementaire. Voilà, il y a l'AMP à droite, bidon à gauche, personne saute le droit chemin et tout ça se commence à fondrer un petit peu les années 90 avec des opérations ONU, notamment avec les Anglais et les Américains, où on ouvre nos yeux des équipements qu'ils avaient. Et c'est toujours comme ça quand on échange avec des partenaires étrangers. On regarde qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, on essaie d'accaparer des choses qui sont intéressantes. Donc ils avaient des équipements qui étaient largement plus avancés que nous. Et on s'est commencé à équiper dans les années 90. Comment on fait pour faire une transition d'être à l'armée, à la Légion, vers chef d'entreprise? Bon, la décision, c'est difficile à prendre. Si on a une famille, c'est encore plus difficile parce qu'il faut réfléchir pour tout le monde. Donc, c'est une décision collective. Et il y a un moment pour partir et un moment, vaut mieux rester. Donc, chacun prend sa choix. L'important, c'est de choisir le bon moment et ensuite foncer. Donc, j'ai pris la décision de foncer et je peux profiter de un reconversion dans la création d'entreprise. Et donc, on a un coup de main pour monter l'entreprise. C'est pas bien difficile, les démarches administratives. Et quelques conseils comme ça. Mais de réflexion, c'est assez particulier à agent commercial. Donc, ça traduit pas pour le reconversion, création d'entreprise pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine connaissance du le secteur où on veut aller. C'est toujours mieux. Et il faut être, si possible, avoir l'aval de sa famille, parce que il faut échanger beaucoup. Il y a beaucoup de réflexions, il y a des idées, il peut pas venir d'une seule personne. Des fois, les idées viennent de partout. Donc, faut être bien entouré. Et s'ils sont pas vraiment d'accord avec le projet, ça peut être un chemin assez long. Donc, c'est bien passé pour la reconversion. En même temps, j'étais sollicité pour un travail comme sécurité dans le pétrole en Algérie. Donc, on a lancé sur les deux chemins. Donc, 4 semaines en Algérie et 4 semaines pour moi sur la route. Donc, c'était comme ça pendant les premières années. Et ça permettait de lancer, je dirais, sereinement le côté agent commercial, tout en assurant la fin de mois avec le travail dans la sécurité. Donc, c'était très bien. Plus ta retraite militaire aussi? Parce que je pense qu'après 18 ans, t'es pas parti comme ça. Non, je suis pas parti comme ça. J'ai profité de la retraite 18 ans, donc c'est très très bien. Et
Je remercie la Légion pour ça. Et ça peut mettre dans une position, de mettre dans une position de, pas de confort, mais rassurance, d'avoir la rassurance. Quelqu'un qui qui quitte son travail pour lancer dans une aventure, c'est pas évident. Même s'il y en a un peu quelques économies, ça part très très vite. Et c'est un gouffre au début. Donc, agent commercial, c'est très bien. Par contre, parce que une fois qu'on s'équipe avec une voiture qui roule, avec un ordinateur portable, avec quelques équipements bureau, c'est parti. Parce que là, la méthode, c'est d'avoir le mandat de fabricant et de faire la promotion de ses produits dans un secteur donné. Donc, moi, j'avais la chance de représenter Arctis pour la France. Et au début, il faut un peu de temps. Parce que je travaille seulement sur une commission, une base de commission. Mais au bout de quelques mois, ça commence à tourner, à rentrer. Et après, on s'assure de la livraison et du suivi. Donc, c'est assez intéressant comme travail. Et ça grandit assez vite parce que à force de faire des salons et de rencontrer les gens, d'autres marques me sollicitaient un petit peu. Et le parti important, c'était la rencontre avec MP-Sec International en Suède. Donc, c'est vers un ancien collègue qui partait en même temps que moi, travailler pour eux. Et il m'a demandé de réfléchir à travailler ensemble. J'ai dit, bon, pour l'instant, je dois lancer Arctis. J'ai pas de temps. Mais au bout de 2 ans et demi, j'ai parti en Suède et on a discuté avec les directions. Et je l'ai représenté pour la marque qu'ils avaient, c'est une marque interne, TaxSafe, et ils faisaient leurs propres gants, etc. Voilà, des petits produits. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour MP-Sec International. Et via eux, donc Camelback et surtout 511 Tactical, qui était une marque tout nouveau à l'époque, mais avec des ambitions importantes de distribution et mise en place d'un réseau en France. Donc là, j'étais obligé d'augmenter ma performance encore parce que les Américains sont très formatés au niveau de performance. Ils savent combien d'habitants il y a dans le pays, combien de policiers, les cibles parfaites et la performance doit être au rendez-vous. Donc on peut bluffer un petit peu, mais pas longtemps. Mais c'était intéressant, très formateur, très formateur. Donc, j'ai eu la chance en Algérie de travailler dans plusieurs postes. Là, j'ai bifurqué un peu, mais... En Algérie, tu faisais quoi? Voilà, j'étais security manager pour un pétrolier américain. Et j'avais des postes au début dans le désert. Je me suis occupé de liaison entre les militaires et les expatriés. Sur 2 rigs, donc les plateformes de forage en pleine Sahara. C'était très intéressant. Après, j'ai eu la chance d'aller travailler dans un centre de raffinerie, la première phase de raffinerie, donc un grand complexe qui prépare le pétrole pour être pompé vers la côte, donc à 1500 km plus haut. Donc, ce complexe-là, c'était assez intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'étais convié aux réunions matinales et j'étais entouré des ingénieurs de toutes sortes. Et là, j'ai vu ma première exposé à le monde de business commercial, entrepreneur. Vraiment très intéressant d'écouter comment ils analysaient des projets. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Qui doit avoir raison, et généralement celui qui a raison, c'est celui qui paye. Donc c'est des petites astuces que j'ai su garder après. Et donc ça m'a aidé avec cette mise en place de 511 parce que j'avais goûté à cette façon d'analyser des choses à l'américain. Et j'ai mis en place ce réseau avec l'aide de ma femme. Qui a toujours travaillé avec moi en admin, et de Laurent que j'ai recruté
je pense que c'était 2 ans et demi, 3 ans après avoir commencé. Donc j'étais encore agent commercial. J'ai embauché un ancien para en tant que commercial parce que tout seul c'était pas possible. Donc on a mis cette réseau 50 en place comme on pouvait et arrive un moment on comprend que c'est très difficile de maîtriser toutes les différentes phases de commercial en étant agent commercial. Parce qu'on dépend des fabricants, d'un gros revendeur en Suède, etc. Et on maîtrise pas tout. Et si on veut donner le maximum de satisfaction aux clients, il n'y a rien mieux que maîtriser le système logistique soi-même. Donc c'est pour ça que je souhaiterais avoir une opération logistique. Et vu que j'étais devenu très ami avec la direction de MPSEC International, Arctis et 511, je parlais de ma projet à eux et ils étaient derrière moi. Voilà. Donc, il y en a qui ont pris un certain pourcentage des actions dans la société pour lancer, que c'est très bien parce que ça permettait d'avoir un petit délai de paiement supplémentaire pour certaines marques. Et par exemple, MPSEC International me donnait l'accès à le serveur pour voir un système informatique performant d'emblée. Donc, on a commencé ici à Haute-Rive. On était 5 personnes dans un grand dépôt bien vide et on a tout monté de rien. Donc, la boutique, l'opération logistique et l'admin. Ça, c'était en quelle année? En 2007. 2007, voilà. Entre 2002 et 2007, tu fais l'aller-retour entre l'Algérie pour cette plateforme pétrolière et cette activité de manager et d'agent commercial un peu partout en France, quoi. Voilà. D'accord. Et petit à petit, donc cette boîte, donc la boutique, elle existait dès le début, ici à Haute-Rive? Tout au début, oui. On a construit la boutique tout de suite. On voulait avoir un contact avec les populations autour de nous, qui est sensiblement parachutiste. On est en plein centre. Et donc, on voulait avoir cette possibilité de le servir en équipement, évidemment, et aussi échanger. J'ai toujours cru à avoir des contacts avec les utilisateurs finaux. Il y en a des distributeurs qui ont pas beaucoup, ou ils ont juste avec des cellules d'achat, etc. Et le fait de voir une boutique ouverte au public, ça permet d'échanger. Voilà, donc c'est bien. Aussi bien pour nous, c'est de pouvoir vendre en direct, soit via le site web, soit dans la boutique. Ça fait un roue en plus qui tourne et c'est très important. Donc la vente en direct, c'est une partie importante pour nous. D'accord. Ouais, parce que vous avez plusieurs activités au sein de MPSEC. Vous êtes à la fois sur des marchés publics en B2B et aussi au marché pour les particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette activité? Oui, MPSEC, donc on a 3 activités distinctes, mais ils viennent en appui mutuel très régulièrement. Donc la première activité, c'est les marchés publics. Donc on répond au marché des armées, aux ministères des Affaires étrangères, de gendarmerie, de police, etc. Et donc ces marchés-là, c'est à peu près 55% de notre activité. On a une équipe dédiée maintenant. Et c'est très intéressant d'apprendre à répondre au marché. C'était quelque chose qui est venu très rapidement parce qu'il y a un seuil financier qui fait que ça déclenche un processus de marché. Donc, on était obligé rapidement de comprendre comment ça fonctionne, même on était un agent commercial. Et on a suivi naturellement avec MPSEC, qui était prévu d'être un gabarit plus adapté pour ça. Donc, les marchés publics, c'est important. C'est compliqué à trouver l'équilibre entre les qualités de produits, les livraisons demandées, les tarifs qu'ils espèrent avoir, etc., etc. Mais on s'en sort
correctement quand même. Dans une année, on répond à peu près à entre 50 et 60 appels d'offres de toutes tailles différentes. Ça peut être de très grandes aux tout petits, les marchés adaptés. Mais on reporte environ entre 45 et 55% de marché qu'on postule. Donc c'est pas mal. Donc ça fait beaucoup de travail. Le deuxième volet de notre activité, c'est le réseau revendeur. Donc le réseau revendeur, c'est pour rendre service à des multitudes de boutiques, que ce soit les armuriers, les boutiques outdoor, des surplus, beaucoup de différents types de boutiques, des opticiens par exemple pour les lunettes, les inserts, ça c'est très varié et nous avons environ 1000 clients de ce type-là en France et Belgique principalement. Belgique où le fabricant nous a demandé de s'occuper de distribution. Voilà, on va pas à l'étranger comme ça sans l'accord de fabricant. Donc c'est un travail très important parce que il faut une grosse équipe commerciale pour suivre tout ça. Il y a 6 commerciaux qui sont dédiés terrain et ça couvre la France et la Belgique et un peu plus loin par occasion. Et ça nécessite beaucoup de travail parce que tous ces gens-là, ils veulent des réponses à leurs questions. Quand est-ce que ma commande va être expédiée, etc., etc. J'ai vu changer de couleur. Donc, il y a beaucoup de communication. Et évidemment, ils ont de meilleurs tarifs parce que eux, il faut qu'ils vivent aussi. Donc, la marge, ils sont assez faibles, mais le volume est là. Donc, c'est très intéressant pour nous. Ça nous donne un roue assez important à faire tourner. Et quand on est un peu bas au niveau d'activité marché public, ben ça compense largement parce que c'est un secteur qui est plus stable. Malgré tout, je sais qu'en janvier, on va faire tel ou tel chiffre à peu près dans l'année. Et c'est très intéressant à ce niveau-là d'avoir cette stabilité. Et les marques en général, certaines marques, ils cherchent avoir une présence aux 2 dans chaque ville selon le type de produit. Ils attendent ça. Et donc, c'est important d'être sur le terrain. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la vente directe aux consommateurs, donc aux clients, B2C. Et ça, c'est via 2 boutiques. Donc, une ici qui était là depuis le début et le deuxième qui est dans Paris 15. Avec une bonne équipe qui gère la boutique, ils ont des bonnes idées et ça permet des échanges avec des militaires qui sont en mission sentinelle ou en congé, avec des policiers parisiens, etc. Il y a pas mal de passages et ça apporte toujours des infos riches, des tendances, des produits qui manquent, etc. Ouais, parce que vous n'êtes pas loin de Ballard, vous n'êtes pas loin du ministère de la Défense, enfin des armées. Oui. Stratégiquement, c'est pas mal placé, mais on n'a pas le chef d'état-major tous les jours qui fait ses courses. Mais c'est bien placé, juste en face de salon de convention. Donc, non, c'est très bien. C'est plus une vitrine qu'autre chose. C'est une vitrine qui peut permettre de mettre en avant les marques, les nouveautés des marques, de rester en contact avec les clients finaux et de leur rendre service. Donc, c'est très important. Et en complément de ça, il y en a 2 sites web. Donc, un site web traditionnel Terang qui est l'ensemble de nos produits, notamment textiles et bagagerie. Et un nouveau site Terang Armory qui existe depuis quelques semaines et c'est dédié au l'armement. Voilà. On a séparé les deux pour des raisons stratégiques. Et donc, on a 2 sites web pour la vente au grand public. D'accord. L'armement, l'armurerie, c'est une part importante de votre activité en termes de chiffres, en termes de volume? Oui, c'est englobe toutes les catégories d'armes parce que ça part de spray et de bâtons jusqu'aux armes automatiques. C'est une partie importante de notre activité.
Et on a récemment eu des dernières licences pour pouvoir avoir les armes automatiques, etc. pour des démos. Donc, oui, c'est important. On n'est pas reconnu comme une armerie classique. On est un peu moins connu dans ce domaine-là, mais ça vient petit à petit. Et vu que l'activité tir sportif et tir longue distance s'intéresse de plus en plus de monde, je pense que avoir un bon avenir dans ce domaine-là. C'est une demande. Tu remarques une demande accrue à ce niveau-là? Tu vois, parce qu'on parle beaucoup aux États-Unis du fait que les armureries se font dépouiller, bon, surtout depuis l'élection de Trump. Ouais. Parce que Biden a dit qu'il allait interdire ou qu'il allait légiférer, donc du coup tout le monde achète. Ouais, il y a beaucoup moins de cet effet-là, je pense, en France, beaucoup moins. C'est beaucoup plus, je pense, un intérêt pour les hommes et les femmes qui souhaitent avoir une discipline sportive qui nécessite de concentration, des bons échanges dans un club, etc. Je pense que ça intéresse plus ces mondes-là que des gens qui prévoient la guerre civile. le fan de cette liberté d'acheter des armes dans beaucoup d'États aux États-Unis. Voilà. D'accord. Parce que j'imagine qu'en France, ça doit être beaucoup plus compliqué d'arriver comme ça sur le marché de l'armement, non? Où on n'a pas le deuxième amendement qui permet tout ça. Non, mais il faut faire ces demandes de licence et accréditation au fur et à mesure. Et ça commence tout petit. Après, on demande de monter un grade à chaque fois. Et on est contrôlé par les DGA, les authorities, avec des audits, etc., des contrôles surprises au fur et à mesure. Et après, on arrive. Donc, il faut investir dans des personnels aussi, parce qu'il faut des armuriers. Il faut des matériels, des armes, etc. Ça coûte une certaine somme. Et non, mais c'est intéressant, c'est très complémentaire à nos autres activités. Mais votre cœur de métier, ça reste quand même l'équipement individuel? Oui, les équipements individuels, les tenues, textiles et chaussures. C'est notre cœur de métier, mais c'est talonné très près par tout ce qui est bâton télescopique, parce qu'on représente une société qui s'appelle ASP. Donc on distribue pas seulement en France, mais on distribue aussi aux distributeurs européens pour ces marques-là. On fait un stock tampon pour l'Europe. Donc c'est une activité qui est grandissante et on a une équipe dédiée pour ça. D'accord. Donc tout ce qui est bâton et spray. D'accord. Et alors mettons un peu les pieds dans le plat sur la question qui fait souvent polémique en matière d'équipement personnel. Le fait que vous vendez principalement, même en B2C, à des professionnels, puisque c'est des gens qui sont soit militaires, soit forces de l'ordre, qui viennent s'équiper pour compléter leur équipement qui est en dotation. C'est quoi ton retour par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou pas forcément? Le fait que l'armée française, enfin les soldats français par exemple, soient obligés de sortir de l'argent personnel pour s'équiper? Ouais, c'est une question qui revient régulièrement depuis tout le temps. Et je pense que même avant l'époque Napoléon, le soldat professionnel, il n'hésitait pas à investir dans son propre matériel. Pour les différentes raisons. Donc, généralement, il y en a deux. Le premier, c'est son confort. D'avoir un bon sac de couchage, un bon tapis de sol, un bon sous-sac Gore-Tex pour les protéger de nuit et pour qu'ils dorment mieux. Mais c'est en même temps opérationnel parce que s'il n'a pas dormir de nuit, on a mal le lendemain à accomplir sa mission. Donc, il y a un côté confort, après il y a un côté opérationnel aussi. Acheter son propre GPS, acheter son propre poste radio, si jumelles, télémètre laser, tout ça. Il y a des soldats qui achètent des matériels techniques pour être plus opérationnels. Et pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été normal. J'étais dans un régiment de Unity dit classique, donc sans budget particulier pour des matériels complémentaires. Donc, très suivant, on a acheté
nos propres sacs à dos, c'était Perso, sac de couchage, allant jusqu'à GPS et poche radio. Et on considérait ça normal parce qu'on voulait faire une performance, on voulait être opérationnel sur le terrain et on considérait ça normal. Donc c'est pas en polémique, mais là l'armée française il est mieux en mieux équipée. Il y a eu des bandes en avant depuis l'Afghanistan dans les équipements personnels. Malheureusement, l'infanterie, c'était toujours un petit peu le pauvre cousin. La force de dissuasion nucléaire qui était un gouffre Afrique, ouais, toujours. Mais maintenant, le Fantassin, il est quand même mieux en mieux équipé. Mais je pense qu'il y aura toujours des Fantassins qui souhaitent avoir leur propre équipement, juste pour avoir des tiens pour eux, ou avoir quelque chose un peu mieux. Donc, je pense que ce phénomène-là, il n'est pas prêt de disparaître. Et il ne devait pas faire partie d'un politique quelconque. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement, notamment là, dernièrement, puisque la loi de programmation militaire aussi qui a été votée, donc il y a les budgets qui sont redesignés pour les prochaines années. Qu'est-ce que tu penses, toi, avec le recul que tu as et l'expertise que tu as développée au fil de toutes ces années sur qu'est-ce que tu penses de la qualité du matériel qui est en dotation ou même en termes d'innovation, tu vois? Est-ce que l'armée conventionnelle, par exemple, bénéficie de choses vraiment nouvelles et performantes? Oui, sans aucun doute, les Fantassins, ces dernières dizaines d'années, ils ont une dotation des produits innovants. Maintenant, tout le monde pense au programme Félin et on peut critiquer comme on veut, mais au moins ils ont tenté de faire quelque chose. D'autres armées, en fait, il y avait 27 programmes de Future Soldier Programme dans le monde il y a une dizaine d'années, et la plupart, ils étaient mis en stand-by en attendant la nouvelle technologie qui n'arrête pas de sortir. Donc, les Français, ils avaient quand même la volonté d'aller jusqu'au bout et de faire entrer ce système Félin en service, malgré le fait que le cahier de charges qui était écrit dans les années 90 ne correspondait plus aux technologies qui étaient dispo. Donc, ils ont fait la décision d'y aller quand même, et qui fait que la première version de Félin était quand même un peu ancien. Peut-être un peu trop lourde, etc. Trop de câbles. On peut dire tout ce qu'on veut, mais au moins ils ont tenté. Et après, par la suite, il y a quand même Félin V2, etc. Il y a eu des améliorations de fait. Donc, le Fantassin, quand même, français, il est mieux loti qu'il y a quelques années. Ça, c'est sûr. Et par rapport aux autres armées, c'est quoi ton point de vue sur cette question? Parce que dans vos clients, il n'y a pas que l'armée française, il y a aussi des militaires d'autres nationalités. De côté français, je dirais le jeu vers les Américains, vers les Anglais, comme référence. C'est un peu toujours le cas. Malgré le fait que les Anglais, maintenant, ils ont beaucoup moins bougé qu'ils avaient il y a quelques années. Et j'ai l'impression que ça patine un peu dans le recrutement, etc. Les problèmes, ils ont pas mal de problèmes de recrutement. Les Américains, ils avaient toujours un budget de rêve pour les équipements. Et le research et développement aux États-Unis, il est très assisté par l'État. Donc, on a l'impression qu'ils inventent tout, en fait, les Américains. Voilà. Mais je pense que l'armée française, ils ont de quoi être fiers. Surtout dans les années 80, les années 90. Et ils arrivaient à faire des missions délicats, importants, dangereux, avec un matériel assez basique. Et sans demander des gros aides. Par rapport à certaines armées, certaines unités américaines, ils sont vraiment assistés jusqu'au dernier 25 mètres par une multitude d'appuis et de
de moyens. Et l'armée française a toujours été reconnue pour sa rusticité et de remplir une mission sans trop demander des moyens incroyables. Donc, je pense que chaque pays a sa façon de gérer. Et je pense que l'entente actuellement entre l'armée britannique et l'armée française, c'est très important pour le suite. C'est les deux armées d'Europe qui sont prêtes à engager. Et je sais que ces dernières années, ils ont travaillé régulièrement ensemble pour les échanges, les exercices. Et j'espère que ça continue malgré le Brexit. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est sur le terrain, quand on discute avec des soldats américains, ou des officiers américains plutôt, le truc qui revient souvent, c'est qu'ils sont épatés de voir les missions qui sont réalisées avec le peu de moyens au final. C'est vrai que quand eux se déplacent à l'étranger pour mettre une base en place, il y a carrément le Burger King qui débarque avec... C'est impressionnant, oui. C'est impressionnant. Non, c'est tout en honneur de l'armée française. Hein. C'est d'accomplir les missions avec peu de moyens, avec une bonne volonté, avec un très grand sérieux. Et je pense que c'est un bel exemple. Ouais. Donc, on n'a pas toujours besoin des super moyens pour effectuer les missions. Et alors, parlons un peu de l'innovation qui est... tu parlais du système félin. Aujourd'hui, il y a le système Scorpion qui arrive aussi dans les armées. Il y a toujours une énorme latence au final parce que entre le moment où c'est conçu, imaginé, décidé et ensuite mis en place et distribué à tout le monde, tu vois, il y a encore des FAMAS un peu partout dans tous les régiments français alors qu'on est censé être sur le HK par exemple. Sachant que vous êtes à la fois sur des marchés publics et du coup vous êtes tributaire de cette durée administrative, mais vous êtes aussi sur le marché B2C où vous pouvez vous permettre d'alimenter le marché de matériel nouveau, pour le coup, où il n'y a pas cette durée administrative. Comment tu vois, toi, comment ça se traduit concrètement dans les ventes? Est-ce que tu remarques que ça fait accélérer un peu les processus, le fait d'avoir aussi une vente au retail comme ça Oui, la vente aux particuliers, c'est très important à ce niveau-là. Mettons des petits équipements. On peut voir un super e-show qui est innovant, etc. Avant que l'armée française adopte cet e-show-là, et il faut plusieurs années. C'est un processus industriel avec un système d'achat qui est lourd. Et le fait que cette e-show-là soit acheté par des particuliers, des soldats individuels, ça fait monter un message d'un bas vers le haut. Et généralement, des forces de Corse qui ont des budgets différents, qui ont des moyens d'acheter des matériaux plus rapidement. En général, on peut dire que un produit qu'ils ont vu, qui les intéresse, qu'ils ont testé, qu'ils ont validé, un an après, ils ont. Voilà. Un an après, même plus vite par moment. Oui, le COS, c'est fort spécial. Hein, mais eux, ils ont même carrément leur propre salon dédié à l'innovation, à l'équipement aussi. Oui, ils sont toujours à l'affût et chaque unité, ils ont des cellules de research, innovation, vieille techno. Et eux, si ils voient un produit qui les intéresse, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, la grande armée, regarde aussi qu'est-ce qu'ils font de force spéciale. Parce que c'est quand même le budget, il est vu par l'armée et ça peut aussi intéresser l'armée, mais le processus est beaucoup plus lent. Simplement aussi parce que les volumes c'est beaucoup plus important. Si la force spéciale est vu un produit, ça peut être 3-4 000 pièces, qui est pas grand-chose. Si la grande armée s'engage, c'est tout de suite peut-être 50 000 pièces. Donc, c'est un processus industriel beaucoup plus long et il y a des contraintes beaucoup plus importants. Donc, c'est normal que ça prenne plus de temps, mais un programme comme le Scorpion, ça fait pas 10 ans, presque 10 ans qu'il parle de Scorpion. Là, ça commence à être mis en service. Je dirais pour le véhicule blindé, c'est quand même assez rapide. Malgré tout, c'est pas mal.
Ouais. Oui, c'est vrai, il faut relativiser aussi après avec tout le reste. Ah ben, le plus important aussi, c'est de pouvoir avoir des systèmes ou des équipements qui peuvent évoluer. Voilà, donc on met en place un véhicule, le char Leclerc, mais c'est pas le même char qu'il y a 15 ans. Il y a eu plusieurs évolutions dans sa vie et c'est pas le même véhicule, pas le même moyen d'observation, etc. Donc oui, le premier qui est mis en place, c'est certainement pas la dernière version pendant sa durée de vie. Il y a un phénomène qui est assez intéressant peut-être à voir avec toi aussi sur la question de... Vous vendez aussi bien à des militaires qu'à des forces de l'ordre, mais aussi à des civils, des gens qui vont... Tu disais que vous, dans les personnes qui distribuent vos produits, dans les revendeurs, vous avez des enseignes de sport, par exemple comme le Vieux Campeur, il me semble. Donc du coup, vos matériels sont utilisés aussi par des randonneurs, des alpinistes, des survivalistes. Tout à fait. Tous ceux qui souhaitent passer un certain temps à l'extérieur et beaucoup de produits utilisés par les militaires, ça se traduit très bien dans l'outdoor et vice versa. Et la plupart des matériels utilisés, surtout pour la brigade alpine, c'est un dérivé direct des innovations civiles. Surtout avec les nouvelles technologies de tissus, etc. aujourd'hui. C'est beaucoup qui viennent du monde d'alpinisme et d'outdoor. Et c'est l'armée qui a récupéré cette techno. Ouais, il y a même des échanges entre les industriels et l'armée sur des tests de matériel. Par exemple, avec le GMHM, le groupe militaire de haute montagne, qui bosse beaucoup avec des marques comme Millet et qui développe carrément des produits qui ensuite seront commercialisés. Oui, ils ont des partenariats plus ou moins informels, mais très étroits avec c'est Unity à Chamonix. Et ça permet à tout le monde d'avancer. C'est de bonne intelligence. Et de développer des produits, un ingénieur ou deux ingénieurs dans un labo avec un nouveau matériel style Gore-Tex. Voilà, il faut qu'il y ait des échanges avec des gens qui sont sur le terrain pour qu'il établisse vraiment le produit final. Donc ces échanges sont très importants et même nous, à notre tout petit niveau, on discute beaucoup avec nos clients. Ils apportent des idées qu'on n'a jamais pensées. Surtout avec quand on parle de intégration de produits dans un équipement, des choses que nous on n'a pas pensées. Eux ils ont travaillé avec sur le terrain et on voit un point qui gêne parce que voilà il y a un sangle qui est mal ajusté, etc. Nous on ne verra jamais ça. Voilà, même si on a testé ici ou voilà. C'est ceux qui ont passé quelques jours sur le terrain, ils ont un point de vue des fois très différent. Et parlons aussi d'un truc, c'est ce qu'on appelle les contractors. C'est les forces de sécurité civiles, mais engagées pour des utilisations militaires, en gros. Ça fait partie des gens que vous fournissez aussi en équipement ? Très peu. Très peu, d'accord. Et c'est un truc qui est... Avec le recul, qu'est-ce que tu as comme vision de ce marché ? Est-ce que c'est un marché qui peut croître ou quand on voit par exemple en Afghanistan ou en Irak le fait que ce soit des sociétés comme ça qui reprennent le rôle de l'armée américaine une fois qu'elle est repartie, il y a des chances peut-être que ça arrive en Europe aussi avec les Allemands. On en parle beaucoup en Allemagne, aussi un petit peu en France. C'est quoi ta vision de ça ? C'est un sujet pour l'instant quasiment seulement américain ou russe. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de contact avec ce type de société, voire nul. Qu'est-ce que je pense de l'emploi de ces sociétés-là? Je pense que dans certaines circonstances, c'est de bonne intelligence. Mais ça doit être cadré. Pas forcément sur l'emploi, mais ce que je veux dire sur l'utilisation qu'ils vont avoir du matériel. Tu vois, le fait que, est-ce que les constructeurs, est-ce que les marques s'orientent aussi vers ce marché-là dans leur façon de penser le produit, tu vois ? Est-ce qu'il y a
quand on voit des marques comme 511 par exemple, qui est une marque californienne, qui équipe pas mal de gens qui ont besoin d'être plutôt en tenue civile que militaire, tu vois. Oui, mais bon, c'est plus axé vers l'officier de force de l'ordre qui doit travailler en civil pour la mission. Et aux États-Unis, il y a un sacré paquet. Donc c'est plus axé vers ces personnels-là. Et comme par hasard, ça tombe pile poil pour les sociétés contracteurs qui ont des missions lointains. Ils ont besoin des habits confortables, pratiques. Voilà, donc c'est pas forcément... bon, en tout cas, j'ai jamais entendu parler, j'ai passé beaucoup d'années avec eux, qui conçu des équipements aux détenus pour ces marchés-là. D'accord. C'est toujours, on parle toujours des officiers de force de l'ordre, des FBI, etc., qui travaillent que en civil et ils ont besoin d'une bagagerie spécifique ou de pouvoir porter des armes dissimulées, etc. C'est jamais un sujet des sociétés contracteurs. D'accord, ok, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure, au tout début de cet entretien de MPSEC France, du coup, et de ces locaux ici à Haute-Rive, au moment où on enregistre cet entretien. Il y a très peu de temps, vous avez fait sortir de terre un nouveau bâtiment, un nouvel entrepôt, qui est assez impressionnant quand on le visite. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc le premier bâtiment, il fait 1500 mètres carrés. Et il y a 5 ans, on a réorganisé la logistique ici, ce côté-là. Au même temps, on a fait certifié ISO 9001 version 2015, c'est en 2015. Et ça nous a mis en place un système logistique très très bien. On était bien organisé, mais on voyait que ça peut déborder rapidement. Et on a commencé à regarder pour une solution de nouveau bâtiment, un terrain juste à côté de nous qui est parfaite, mais malheureusement qui n'était pas disponible parce que c'était détenu par une société espagnole qui a disparu. Donc le processus de récupérer ce terrain, il a pris 4 ans. Et entre-temps, on a sous-loué un autre dépôt, on a des containers 40 pieds dans le parking. Et les gars, ils bossaient dehors sur le pluie, sur le palette, c'était pas terrible. Donc, ce nouveau bâtiment, il fait à peu près 2000 mètres carrés. C'est dédié à la logistique et à une partie admin. Et ça va ça change de vie déjà des gars qui travaillent au dépôt. Et tout est mieux organisé et le flux logistique, il est beaucoup mieux. Donc là, on est en plein inventaire. Et en janvier, on va bénéficier de cette nouvelle installation pleinement. Donc, on s'est jamais imaginé avec ma femme avoir déjà ce bâtiment de l'original, et on s'imaginait pas du tout un deuxième bâtiment quelques années plus tard. Mais c'est comme ça. C'est un grosse boule de neige qui dévale en pente et on le guide et ça grossit et à un moment on peut pas l'arrêter. Sinon on va s'écraser. Donc on continue à se développer. Voilà. Est-ce que ça, cet état d'esprit, ce mindset d'entrepreneur, t'as réussi à le développer comme ça avec le temps, ou il y avait quand même une petite graine à l'armée? Je pense que c'est juste l'envie déjà, l'envie de développer. On a plus de marques maintenant qu'on en avait avant. Donc, c'est bien d'avoir les belles marques, des belles produits, mais des résultats aussi à dégager. Ils attendent de succès en France. Ils veulent voir le produit distribué. Ils veulent voir le produit introduit dans les armées ou dans la police. Et c'est un travail qui est non-stop. Voilà, on n'a jamais fini le travail. Donc même quand on gagne un bel marché et c'est parti, les lâchons est très court et on revient au bout de quelques secondes sur les problématiques des commandes, des productions, des livraisons, etc. Donc on était obligé de grandir comme on est. On est 45 personnes maintenant
en total. Et on a besoin de tout le monde pour ces trois segments distincts de notre activité. Et ça fait que, voilà, on ne s'arrête jamais. Voilà. On se contente pas de rester là. Et ça fait pas que non plus, on n'est pas des fous concernant les marques. Quasiment toutes les semaines, il y a des marques qui nous approchent de loin et de près, en demandant si on peut distribuer pour eux, etc., etc. C'est très flatteur, mais la plupart du temps, on refuse parce qu'on ne veut pas non plus de trop diluer notre offre. Par exemple, les chaussures de combat, on a l'Over et on a 50 dans notre gamme. Et on reste là. On veut plus d'autres marques pour pas créer de confusion déjà chez nous. Et surtout quand il y a un appel d'offres, il faut qu'on sache où on va, avec qui. Et si on a une dizaine de choix, c'est compliqué. Donc on essaie de limiter le nombre de marques par rapport à les différents segments, et ça fait que on reste autour de centaines de marques. Ça va jamais agrandir plus, mais ça génère beaucoup de travail, ces centaines de marques. Chaque année, j'ai l'impression de travailler plus. On n'arrive jamais au point que dire maintenant je vais me reposer un petit peu à Calvi pendant quelques semaines. Voilà, j'ai l'impression toujours d'aller plus vite. Peut-être avec la crise actuelle, forcément, on fait moins de voyages, donc ça va se calmer un petit peu l'année prochaine. Mais au niveau de travail, j'ai toujours l'impression de travailler un peu plus. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être je suis mauvais. Non, c'est aussi les marques qui doivent aussi développer beaucoup de produits, donc c'est clair que quand il y a de nouvelles références, c'est aussi beaucoup de boulot. Oui, une marque comme 50, ils ont une cinquantaine de nouvelles références 2 fois par an. Là, les gens ne se rendent pas compte, c'est bien de sortir ces produits-là, mais il faut le mettre en catalogue, il faut le mettre en rayon. Il y a beaucoup d'admin derrière ça, et ça crée énormément de travail, donc. Ouais. Mais bon, c'est intéressant. Le développement d'une société, quel que soit, je pense qu'un entrepreneur, s'il ne module pas ça, on compte pas des heures et on se sent pas vraiment fatigué. Voilà. Et on est motivé au début, on est motivé par l'aventure. Voilà. C'est une aventure, on a beaucoup de choses à apprendre et on a envie de réussir. Donc on est super motivé. Après, quand on a des personnels, on est motivé aussi pour eux, parce qu'on sait que ils dépendent aussi sur le bien-être de la société, la santé de la société. Ça impacte directement les personnels. Donc c'est pas une question de, c'est pas un vie d'individualiste. Quand on embauche des gens, c'est une vie collective, un peu comme à l'armée. Donc, on est soucieux des personnels un peu avant soi, ce qui est normal. Et ça motive énormément. Voilà. On n'a pas le droit de baisser les bras. Quand on a 45 gens derrière, il faut toujours aller vers l'avant, avoir l'impression d'être serein, pas stressé, maîtriser la situation et on y va, quoi. Voilà. Même si ça doit pas être facile tous les jours, quand même, je suppose, sur une entreprise comme ça. Dans des entreprises, on passe, moi je passe 60% de mon temps en train de faire des choses qui m'intéressent peu, le côté admin, la liaison avec les banques, même si j'ai les gens pour ça, finalement c'est moi qui signe. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place et à respecter pour que ça fonctionne. Après, le reste du temps, j'ai fait mon travail commercial, voilà, ce qui m'intéresse un peu plus. Non, mais
Toutes les sociétés, c'est pareil là. Il y a énormément d'admin et on peut pas prendre ça à la légère. C'est un bon exemple. À l'armée, c'est plus ou moins rectiligne. On voit le bon chemin. OK, limite gauche, limite droite, c'est ça. Je reste dans la limite gauche, limite droite. Je fais pas de banane, ça va bien passer. Et on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien quand on prend des décisions. Après, dans le monde d'entreprise, en fait, là, le chemin n'est pas droit de tout. On peut s'imaginer faire quelque chose qui est carré, en action, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Dans la loi, dans la législation, c'est complètement tordu. Et on se trouve, non, en fait, vous avez fait un faute et vous êtes convoqué, je sais pas où. Donc, faut toujours avoir des conseils. Il faut jamais penser, ah non, mais ça, c'est quelque chose de carré. Je fais comme ça. Il vaut mieux avoir un bon expert comptable et lui poser des questions. Et pas faire juste à ses instincts, même si généralement on n'est pas totalement à l'ouest, mais il faut avoir des bons conseils. C'est vrai que quand tu es dans l'armée, tu réfléchis pas forcément à tout ce que ça implique à chaque fois que tu vas avoir une action en particulier. Et justement, dans les salariés que tu as embauchés ici, j'ai l'impression, après avoir discuté avec eux, qu'il y a beaucoup d'anciens militaires, beaucoup d'anciens parachutistes aussi. Oui. C'est un choix. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est ou pas du tout? Est-ce que c'est juste le hasard qui a fait que ce soit des anciens militaires qui composent une grande partie de tes effectifs aujourd'hui? Je dirais que c'est plutôt quelque chose de naturel, vu qu'on est plein au milieu des brigades para. Donc il y a beaucoup de candidats qui partent à la retraite ou qui quittent le service, qui souhaitent rester quand même dans le secteur défense. Et on est à peu près 50% anciens militaires et 50% civils. Mais c'est pas un critère de tout. Et évidemment, dans le côté comptabilité administrative, on n'a pas forcément besoin d'un background militaire. Par contre, côté commercial, on peut s'imaginer, oui, voilà, on est tous anciens militaires ou anciens policiers. Mais bon, c'est pas un critère non plus. La preuve, on a plusieurs gens qui sont jamais servis, mais ils sont très très compétents techniquement et ils ont une passion pour le matériel. Donc, à partir de là, ils sont aussi bien, sinon plus forts dans certains domaines que d'autres qui ont un carrière militaire derrière eux. Quand on va visiter un client, lui, c'est pas son critère. Si le commercial qui déboule, c'est un ancien militaire, etc. Lui, il veut une présentation claire, nette, des informations. Quand il pose une question, d'être capable de répondre et pour qu'il fasse son opinion sur un produit. C'est ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de savoir quel régiment le gars il était. Bien sûr, ça peut rentrer dans une conversation. Et des fois, il y a des rivalités entre différentes unités. Ça peut desservir un moment. Voilà. Mais non, c'est très bien. On a un très bon équilibre. Et j'aime bien l'équipe mixte. Voilà, j'aime pas les gens sont tous formatés de la même façon. Je pense que ça étouffe un petit peu l'imagination. Et le fait d'avoir des gens de horizons différents, c'est très riche. Et on a une très bonne équipe. Donc on a une grande équipe. En total, on est une dizaine de commerciaux en total parce qu'il y a des gars qui s'occupent du secteur et l'outre-mer. Après, il y a des spécialistes aussi qui s'occupent des segments marché comme le médical, qui sont dédiés à ça, l'armement, les fractions. Il y a des gens qui sont spécialisés et ils partent en renfort avec les commercial sectors pour certains rendez-vous. Donc c'est assez intéressant. Mais et dans la partie management pour toi, pour manager tes troupes, un peu comme un officier qui doit manager ses troupes, est-ce que c'est plus simple de manager en entreprise un ancien militaire ou pas forcément? Non, pas forcément. Je pense que tout le monde a sa caractère et
Je vois pas un ancien militaire devant moi ou un civil devant moi quand je parle à quelqu'un. Je vois quelqu'un que je connais très très bien. Je sais comment il pense. Je sais comment amener dans une direction où je veux aller, où je propose d'y aller, sans rentrer en conflit ou sans non plus essayer de mettre tout le monde à garde à vue le matin pour dire que ça va se passer comme ça aujourd'hui. Je pense pas que c'est vraiment une façon de vivre de jour à jour. Même à la Légion, on avait notre méthode. Les gens s'imaginent, ces gardes à vue repos, c'est comme ça, fermez vos gueules. Mais des fois oui, des fois pas de tout. Hein. Des fois pas de tout. On peut voir des opérations ou des exercices où le chef de section reçoit sa mission. Il analyse, il prépare ses ordres, il donne ses ordres à son cadre. Et après, il y a des moments de réflexion et des moments où on peut proposer aussi des solutions alternatives ou des actions différentes pour ramener jusqu'au but de compléter la mission. C'est pas forcément non plus garde à vue repos, vous allez effectuer comme ça parce que c'est pas pour moi le meilleur pédagogue parce qu'une fois que c'est imposé, ben on subit. Mais une fois qu'on a compris, on a discuté ensemble et on est tous plus ou moins d'accord avec la méthode choisie, ben là tout le monde ferme sa gueule et on y va. Voilà. Une fois c'est décidé, le chef il a tranché, on y va, on se déroule et on pose plus de questions. Mais si on recevait juste un ordre et terminé, ben on ne pose que des questions dans sa tête après. Pourquoi on va là? Pourquoi on passe par à droite? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et on n'a pas tous les éléments pour comprendre. Donc, j'aime bien des réflexions collectives dans beaucoup de décisions, que ce soit est-ce qu'on entre telle ou telle marque, est-ce qu'on développe un produit, est-ce qu'on attaque tel secteur, etc. Je prends vraiment des décisions tout seul. Et j'aime bien inclure quasiment tout le monde, si possible, ou une petite équipe pour réflexion. Et on a pris aussi, avec les années, c'est pas qu'une décision commerciale. Parce que quand on va rentrer en marque, il faut rentrer des échantillons, des premiers stocks, etc., etc. Et des bureaux com qui doivent mettre tout en ligne. Fabien et son équipe, ils font un travail très important. Ils sont 4. C'est grand pour une équipe communication, mais il y a beaucoup de travail à faire. La comptabilité, quand je vais la voir avec un pro forma, voilà, il y a 35 000 euros de produits. T'as de l'argent. Donc là, c'est choc. Donc, on a compris, je vais parler avec ma femme qui s'occupe du côté finance, avec l'équipe financière. Je vais parler avec les com. On va parler avec le log, parce qu'eux aussi, tiens, on va rentrer une nouvelle marque. On n'a plus de place. Et c'était le cas jusque-là, on n'avait pas de place. Donc, OK, on va rentrer des marques, mais on va mettre où ces produits-là? Donc, tout le monde doit être au courant de l'opportunité, du sujet, et tout le monde a sa mot à dire. Et on trouve que c'est comme à la Légion. Quand tout le monde a compris la mission, et que tout le monde a eu son opportunité de dire un mot, ça se passe bien après. Après, ça déroule. Voilà. On pose plus de questions et on avance. Et c'est comme ça on essaie de travailler. Pour terminer cet entretien, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui aimeraient quitter peut-être l'institution ou qui arrivent au bout de leur engagement et qui aimeraient se lancer comme tu l'as fait dans l'entrepreneuriat ou tout simplement dans le civil pour monter une activité? Ouais, c'est une question qui me posée assez régulièrement. Et le choix de quitter l'armée, c'est toujours généralement plus difficile que s'engager. S'engager, c'est un régal. C'est pour l'aventure, pour découvrir de nouveaux horizons, pour voir de l'action et pour se tester soi-même. Pour quitter, par contre, c'est tout différent. Hein? Il y a quelques années qui sont passées. Il faut réfléchir à soi-même, à la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est un choix personnel, mais je peux dire que
après réflexion, si on a décidé de partir, ben, il ne faut pas hésiter. Si on a un projet qu'on veut monter, que ce soit entrepreneur ou pas, je pense que c'est pire de ne pas tenter, de rester, allez, je vais engager encore 2 ans, on verra. Et encore 2 ans, faut pas arriver 8 ans après et te dire, mince, je peux plus faire le projet que j'avais toujours envie de faire. Je veux ouvrir une école de kayak. Et j'ai plus cette opportunité. Je trouve ça dommage dans la vie. Donc, je dirais, faut avoir confiance en soi, sous sa projet, premièrement. Même si personne d'autre, la famille, il faut qu'ils aient confiance en soi, mais surtout soi-même, devait avoir confiance. Si on veut être, quand on quitte l'armée, ben, les gens ils parlent de business plan. Et business plan, c'était un peu le mystère pour moi. Mais après avoir lu quelques livres, j'ai compris la notion de tout ça. Et effectivement, il faut faire un plan. Il faut faire un plan, et ce plan-là, avec des amis proches, des entourages proches, ou des connaissances où on peut avoir confiance, il faut partager ce plan pour voir le rétexte de ces personnes-là. Parce que c'est très intéressant, parce qu'on peut voir des super idées, etc., mais on est parti sur le mauvais chemin, et c'est vu l'échec. Parce que de super idées peuvent jamais germer dans ces conditions-là. Donc, les conditions doivent être réunies, plusieurs conditions. Donc, il faut voir les avis de gens des horizons différents. N'hésitez pas à solliciter ces conseils. Je pense que un point clé, c'est vraiment entourer de bons gens. c'est arrivé au point où on doit recruter quelqu'un. Numéro 1, réfléchis, mais n'hésitez pas. Je n'ai pas dit embaucher le premier coup de bourre où j'ai 5 cartons à bouger, mais il faut quelqu'un. Non. Réfléchis, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Et s'il y a un vrai besoin, ben, n'hésitez pas. C'est le moment. J'entends parler tellement de gens qui n'osent pas embaucher, cause de ci, cause de ça. Ben, en fait, on peut jamais développer. Ou on ne veut pas développer. C'est son choix. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à embaucher. Et moi, j'ai toujours essayé d'embaucher des gens plus intelligents que moi. Donc, il y a des gens qui vont dire que c'est pas difficile, mais non, mais si on embauche, il faut que les gens soient percutants et qu'ils apportent quelque chose à la boîte. Voilà. C'est hyper important, ça. Il faut pas que les gens ils se trompent de sens. Si on embauche, c'est pour qu'ils apportent quelque chose à la boîte. C'est super important. Donc, les gens ici sont tous largement plus intelligents que moi. Juste un dernier point sur le même sujet. C'est pas à moi de donner des conseils, mais c'est quelque chose que j'ai vécu maintes fois à l'international et ici. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on n'a plus le temps de réfléchir, en fait, avant de donner une réponse. Et on est dans l'instantané, et les gens, ils attendent une réponse instant. Et j'ai vu des catastrophes à cause de ça. Et je peux vous donner un conseil, c'est laisser le temps de réfléchir avant de répondre à quelqu'un. Que ce soit verbalement ou que ce soit par email, surtout par email. Et pour éviter les catastrophes, quand des fois je reçois les mails, ça ne m'appelait pas. Alors, je draft une réponse, je dis qu'est-ce que j'ai à dire, je mets dans le brouillon, je m'en vais, je dors, je reviens, et je garantis 100%, je modifie ma mail avant d'envoyer. Je réfléchis, je calme et je reste diplomate. Voilà. Et j'ai vu tellement de choses qui sont très mal passées parce que les gens répondent tac au tac. Et donc, je pense que c'est pour n'importe qui. Hein. Prenez le temps. Si ça vous énerve, écris et mettez dans le brouillon. Et reviens quelques heures après. Et c'est pareil pour les gens à la société. Au début, les gens ils passent dans le couloir. Tiens, Jess, et j'essaie de répondre tac au tac. Alors, finalement, j'ai dit non. Attends, tu viens me voir tout à l'heure.
Et après ma réponse, je donne le lendemain. Voilà. Je me fais plus imposer cette instantanée de réponse tout de suite, quoi. Et je pense que tout le monde peut réfléchir à ça un peu. Écoute, merci pour ce temps et pour tous ces conseils et toutes ces infos qui, je pense, vont aider pas mal de gens qui aimeraient se lancer peut-être dans la même trajectoire que la tienne. Je mettrai donc en lien, on renvoie les gens sur le site de Terang MPSec, sur le site de terang.fr, sur lequel il y a toutes les références, comme ça les gens pourront voir un peu ce que vous faites. Et on les encourage à venir dans ta boutique ici à Toulouse ou à Paris. Merci et à bientôt. Merci Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.